Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast quotidien MLS is back sur Culture Soccer. Donc votre hôte Adi Raphaël, comme d'habitude, toujours là, toujours présent. Et aujourd'hui, je suis rejoint par un invité que vous avez déjà entendu sur mon podcast. C'est bien Mathieu Lemay. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Salut Adi, bonjour à tous et à toutes. Encore heureux de partager nos observations des matchs de ce tournoi de la MLS de retour avec toi. Ben oui, mais moi aussi, super heureux de te recevoir encore. Puis c'est super sympa parce qu'on va pouvoir parler de ces matchs, des matchs extraordinaires qui se sont déroulés hier. Quand même, c'était quand même assez chaud avec beaucoup de buts. Donc pour ceux qui aiment les buts, vous étiez servis hier soir, n'est-ce pas Mathieu? Oui, en effet, puis tu disais que c'était assez chaud, puis en plus de la température, c'était deux bons affrontements entre des équipes de l'Ouest pour ce premier tour des éliminatoires, puis on avait hâte de voir ces affrontements-là. Moi, je veux dire, des équipes comme Real Salt Lake, les Earthquakes, et puis ensuite Seattle et le LAFC, qui est une sorte de match revanche suite à la demi-finale de l'an dernier. Je veux dire, on ne pouvait que saliver. Exactement. Donc, on va commencer direct par le premier match, donc le match entre les Earthquakes de San Jose et le Real Salt Lake, ou bien moi je l'ai appelé le match entre Matias Almeyda et l'académie du Real Salt Lake, parce que pour moi, San Jose, c'est Matias Almeyda, puis Real Salt Lake, pour moi, c'est son académie qui fait un travail monstrueux. Donc, c'est assez intéressant de voir ces deux clubs avec des identités quand même assez profondes, en tout cas dans les dernières années pour San Jose et depuis toujours pour le Real Salt Lake. Tu pensais quoi de ce match-là avant qu'il commence? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose de spécifique? Tu voulais voir, il y a quelque chose sur lequel, un joueur sur lequel tu avais vraiment envie de voir ou tu avais vraiment envie de suivre? Ou bien est-ce que c'est, je sais pas, quelle était ton impression avant ce match-là en fait? J'avais hâte de voir si ce que les Earthquakes nous avaient montré depuis le début de ce tournoi, on sent une progression depuis que Matias Almeyda est arrivé et aussi depuis qu'il y a une direction à la tête des Earthquakes depuis 3 ans. Et Almeyda semble être l'entraîneur qui parvient à mettre en pratique les idées de la direction. Et l'année dernière, ça nous avait beaucoup épaté. Et je m'attendais à la suite de ce qu'on a vu dans ce tournoi, à une continuité de cette progression de cette équipe qui était très ennuyeuse autrefois et qui est maintenant de plus en plus excitante à regarder jouer, face à une équipe du Real Salt Lake, évidemment, qu'on connaît bien, dont l'identité est quand même très forte, tu l'as très bien exprimé, mais qui a été un peu mi-figue, mi-raisin dans ce tournoi-là. Et moi, je m'attendais à ce que ça monte en puissance pour que ça fasse un match où on s'échangerait coup pour coup. Ouais, effectivement, et ça a presque été le cas. Hein? On va revenir là-dessus sur le match en tant que tel, comment il s'est déroulé. Mais en premier, on commence d'habitude par les 11 de départ. Donc, les 11 de départ, donc on commence du côté de San Jose Earthquakes. Donc, dans les buts, Daniel Vega, toujours préféré à d'autres gardiens de but qui sont quand même assez intéressants sur le banc. Et puis, je pense que ça changera jamais parce que ça a l'air que Almeyda veut vraiment vivre avec Daniel Vega. À droite, Tommy Thompson. En défense centrale, Guram Kashia, Osvaldo Alanis. À gauche, Nick Lima. Au milieu de terrain, dans un 4-2-3-1, les deux milieux défensifs, Judson, Jackson Newell. Les 3 milieux offensifs, Christian Espinoza, Magnus Eriksson en tant que numéro 10 et Vako ou Valeri Kazaishvili à gauche. Et en attaque, encore une fois, Andrés Rios qui est là. Toujours. Du côté du Real Salt Lake, toujours Zach McMath dans les buts. À droite, Aaron Herrera. En défense centrale, Justin Glad, Marcelo Silva. À gauche, toujours Denis Toya. Même formation tactique avec un 4-2-3-1. Les deux milieux défensifs / relayeurs, Pablo Ruiz et Everton Luiz. Et les 3 milieux offensifs, Albert Rusnak de retour, qui était à droite. En numéro 10 ou disons second attaquant, qu'on a plus souvent vu en tant qu'attaquant, on avait Damir Kreilach. À gauche, Corey Baird et Douglas Martinez en pointe. T'as pensé quoi de ces deux 11 de départ, mon cher Mathieu? Il y avait un gros contraste. D'abord, les Earthquakes, c'est pas mal la même formation depuis le début du tournoi et c'était le même 11 que lors du dernier match qui nous était offert. Aucun changement dans le 11 titulaire pour les Earthquakes. Almeyda a mis ses hommes de confiance avec ses joueurs désignés qu'on connaît bien.
Alors que du côté du Real Salt Lake, ben, au contraire, on a changé. On avait opposé un 4-4-2 contre le Sporting lors du dernier match, et comme ça n'avait pas tout à fait bien fonctionné, ben, il y a eu pas mal de changements dans le 11 partant. Je veux dire, Ruiz est revenu dans la formation partante, Rusnak également. On a sorti Sam Johnson et Kyle Beckerman de la formation. Il n'y a que le quatuor défensif qui restait le même. Puis donc, on est passé d'un 4-4-2 à un 4-2-3-1. Alors, je me suis dit... OK, beaucoup de changements. Est-ce que ça va payer pour le Real Salt Lake? Il y avait un petit point d'interrogation de ce côté-là. Ouais, effectivement, il y avait quelques petits changements du côté. Ben, il y avait des changements quand même du côté de San Jose qui, lors du dernier match contre Chicago, par exemple, avait mis Paul Marie à droite, ils avaient mis Young Virs en défense centrale, par exemple, ce qui a été rechangé de nouveau. On a préféré remettre. Comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment la formation de départ qui était là. On avait fait un peu tourner face à Chicago du côté de San Jose. Mais par contre, du côté du Real Salt Lake, ça fait déjà 2 matchs, je pense, de suite que Beckerman est mis sur le banc. Je trouve ça assez bizarre, mais après, bon, on s'entend que Beckerman n'est plus très jeune. Hein. Il a 38 ans, puis c'est un milieu de terrain. C'est pas un gardien de but comme Rimando l'année passée. Donc, je peux comprendre encore ça. Rusnak, comme on l'a dit, je pense qu'il était blessé lors du dernier match, ou en tout cas, il se sentait pas très bien, donc c'est pour ça qu'il était mis sur le banc. Maintenant, le voilà de retour, ce qui est une très 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 bonne chose. Je suis content de voir que Sam Johnson n'est pas dans le 11 parce que pour moi c'est un joueur un peu surévalué. Je pense que je l'avais déjà dit dans un des podcasts avant. Bref, je pense que c'était les 2 formations vraiment de départ avec peut-être Beckerman à la place de Ruiz, par exemple, ou quelque chose comme ça. Mais sinon, on avait vraiment 2 équipes assez typiques devant. Parle-moi un peu de ce match, Mathieu. Moi, en un mot, ce match, tout ce que je peux dire, c'était vraiment, ça allait d'un but à l'autre, mais tout le temps. Je pense que si jamais Real Salt Lake avait gagné par 3-2 ou 4-2, on ne serait pas étonné. Par contre, on a vu que San Jose est de loin plus dominant lorsqu'il s'agit de finir les actions, n'est-ce pas, Mathieu? Ben, c'est que le plan de match des 2 équipes était clair. Les Earthquakes voulaient avoir l'ascendant sur le match, donc assurer la possession, attaquer la défense adverse, prendre l'initiative, tandis que du côté du Real Salt Lake, on avait, et je pense que c'était pour ça qu'on avait mis cette formation-là dans le 11 partant, c'est qu'on voulait voir venir les coups et y aller avec un jeu de transition pour faire mal à la défense des Earthquakes et profiter des espaces que leur attaque pouvait leur laisser. Et c'est un peu dans ce sens-là que, je dirais, les premières 45 minutes, c'est clairement ce qu'on a vu. On a vu les Earthquakes dominer la possession, dominer les duels, être menaçants autour des buts. Et on a vu le Real Salt Lake tenter de jouer le jeu de transition, pas toujours de façon efficace, par contre, mais quand même, qui aurait pu être dangereux, n'eût été peut-être d'un peu plus d'opportunisme ou d'un peu plus de réalisme lorsque ces moments-là se sont présentés. Par contre, il faut le dire, lorsque les Earthquakes ont ouvert le score les premiers, il y a eu un moment de flottement qui a profité au Real Salt Lake pour construire un jeu, pour égaliser et être toujours dans la partie. Et comme ça, lorsqu'on rentre au vestiaire, moi je me disais, le Real Salt Lake, ben, on peut faire des ajustements pour faire mal aux Earthquakes, c'est les surprendre, alors que du côté des Earthquakes, oui, on a dominé, mais c'était juste 1-1, et donc il y avait encore du boulot à faire de leur côté si on voulait aller chercher la victoire. Ouais, effectivement, il y avait vraiment du boulot à faire, comme tu l'as dit, du côté des Earthquakes. Mais je pense que on avait comme l'impression que le match déjà commençait à tourner en faveur des Earthquakes. Si on regarde le but du Real Salt Lake, le but égalisateur qui est arrivé juste 1 minute après l'ouverture du score, ben c'est vraiment sur une énorme erreur défensive et non pas sur un fait de jeu ou vraiment une création magnifique ou un mouvement collectif magnifique qu'il est venu, ce premier but. On a vu, je pense c'était Kashia qui a manqué sa tête. Ça profite à Douglas Martinez qui va marquer son but. Donc, on n'a pas vu dans sa première mi-temps, j'ai trouvé que San Jose était au-dessus. C'est plus dans la deuxième où j'ai trouvé que les 2 équipes étaient assez égales, même si San Jose a finalement marqué 4 buts, tandis que Real Salt Lake en a marqué juste 1. Et j'ai trouvé que c'était quand même un peu débalancé quand tu regardes un peu, si tu as regardé le match.
on trouve ça un peu débalancé de voir 4 buts marqués en deuxième mi-temps contre 1. Je m'attendais plus peut-être 2 buts contre 1 ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment eu un gros débalancement dans la seconde mi-temps. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben, en fait, c'est que d'après moi, le débalancement est venu du fait que, pour rejoindre un peu le propos que tu as dit avant, lorsqu'on sentait peut-être le vent allant du côté des Earthquakes juste avant la pause de la mi-temps, moi, j'ai trouvé que le Real Salt Lake, oui, a essayé de reprendre un peu plus le contrôle du ballon, mais en même temps, on a senti qu'ils ont perdu une partie de leur concentration de la première demi, où ils avaient quand même bien tenu contre les attaques des Earthquakes, et ils ont commis trop d'erreurs, et je pense que c'est là où les Earthquakes leur ont fait vraiment mal. C'est qu'à partir du moment où le Real Salt Lake se sont mis à commettre ces erreurs-là, ben, ils les ont payés cash. Et c'est à ce moment-là que les Earthquakes ont eu l'ascendant, ils ont pu respirer. Alors oui, à un moment donné, du côté du Real Salt Lake, cette idée de reprendre un peu l'initiative du match, de jouer peut-être un peu moins la transition, aurait pu leur profiter. Mais encore là, je reviens à l'opportunisme. Damir Kreilach, qui se fait bloquer 2 fois par Vega, pour moi, ça, c'est le point tournant du match. Les 2 arrêts de Vega, lorsque Kreilach a ces 2 chances de faire mal et de permettre au Real Salt Lake d'être toujours dans la partie, voire qui sait peut-être même prendre l'avantage sur les Earthquakes, ben, pour moi, c'est là que ça a fait toute la différence. Et ensuite, ben, comme je l'ai dit, mais le Real Salt Lake a commis quelques bourdes qui leur ont malheureusement coûté cher. Et au bout du compte, ben, c'est le diable est dans les détails, quoi. C'est ce qui fait qu'en MLS, souvent, les erreurs, tu as tendance à les payer très cher. Et c'est ça que les Earthquakes, ont fait subir à leur adversaire. Alors, en quelque part, le score reflète un peu ces éléments du scénario que le match nous a montré. Effectivement. Et ce que j'aime bien du côté des Earthquakes, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, Mathieu, c'est que les Earthquakes, ils s'adaptent jamais à l'adversaire. Ils jouent leur jeu. Il n'y a personne qui va venir leur changer leur façon de jouer. Et ça, c'est la patte Almeida. On voit souvent des équipes qui essayent de contrer l'adversaire, de changer leur système. On avait Real Salt Lake, par exemple, qui est pas tout le temps cette équipe qui contre-attaque. Cette fois-ci, elle s'est adaptée aux Earthquakes. Parfois, c'est une bonne chose, mais dans le cas de Almeida, tu vas jamais voir Almeida s'adapter à l'adversaire. Almeida, pour lui, voilà ma façon de jouer, comment je veux que ça marche. C'est de la possession, c'est un tir. Dès qu'on a la chance, on tire au but. C'est des passes, c'est des dédoublements, c'est tout vers l'attaque. C'est un jeu extrêmement offensif qui est tellement magnifique à voir. Je le répète souvent sur ce podcast et même sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un peu le disciple de Marcelo Bielsa. Est-ce que tu penses que cette façon de faire de la part d'Almeida, où je ne m'adapte pas à l'adversaire en face, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose ou est-ce que, ben voilà, ton avis par rapport à cette question-là? Ben, je pense que dans une ligue où la prise de risque est un des éléments qui la définit, c'est une bonne chose parce que justement, la MLS, c'est d'abord de l'attaque plus que de la défense et c'est de la prise de risque plus que de jouer, on va dire, la sûreté, quoi. Même si ça se fait à certains moments du match. Mais la philosophie d'Almeida, et c'est en ce sens-là que l'identité des Earthquakes a beaucoup changé au cours des dernières années et depuis l'an dernier, depuis en fait qu'il est en poste, c'est qu'on voit des joueurs qui sont un peu plus entreprenants, qui vont dans la verticalité et qui construisent le jeu autant que possible et qui ne se découragent pas, justement, lorsque, par exemple, il y a une chance qui est ratée ou une passe qui ne se rend pas ou si la défensive adverse parvient à les contrer. Non, on revient sans arrêt, un peu comme un raz-de-marée, en fait. Et je te dirais que même défensivement, les Earthquakes jouent un peu de cette façon-là. On est très agressif, on est très porté à faire de l'homme pour homme aussi. On est très énergique sur le terrain. Almeida demande beaucoup à ses joueurs. Et je pense d'ailleurs que c'est à partir du moment où il y a eu une petite baisse au niveau du carburant que le Real Salt Lake avait repris un peu des couleurs. C'est d'ailleurs, quand on regarde les statistiques, c'est le moment où peut-être un des rares moments où on sent que la possession était de leur côté. Mais ils n'ont pas ça à profiter à ce moment-là. Après, Almeida a fait quelques changements. Il a mis des vétérans pour calmer le jeu sur le terrain. Des joueurs comme chez Chalinas et Chris Wondolowski, qui trouvent le moyen de marquer un des buts les plus moches, mais qui était bienvenu à ce moment-là. Puisque ça faisait 4-2, parce qu'à 3-2, on pensait que le Real Salt Lake était encore dans la partie.
Mais voilà, je veux dire, les Earthquakes, d'ailleurs, c'est à partir de cette agressivité-là que non seulement ils ont eu 2 pénaltys dans le match, il faut le dire, parce que plus tu vas dans la surface, plus tu vas provoquer l'adversaire, plus tu forces l'adversaire à commettre des fautes. Et ensuite, à un moment donné, parmi les erreurs que le Real Salt Lake ont fait, c'est qu'à un moment donné, quand tu es pris pour défendre, fatalement, tu accroches. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a eu pas 1, mais 2 cartons rouges. Quoique, évidemment, le deuxième, celui de Beckerman, qui était un substitut dans le match, relevait plus de la frustration qu'autre chose. Parce que, Beckerman a eu une main évidente dans la surface, là, dans les arrêts de jeu, qui a permis l'ultime but des Earthquakes par la suite. Mais tout ça pour dire que... C'est ça, le 5e. Mais tout ça pour dire que quand on prend ces exemples-là, on voit que Almeida, pendant 90 minutes, tu veux être agressif, tu veux être dans le camp de l'adversaire, tu veux t'y installer, tu veux l'étouffer, tu veux lui faire mal et tu veux pas lui laisser la chance de prendre l'ascendant sur toi. Non, nous, on a les blancs, comme aux échecs, et on va les prendre et on va s'assurer d'avoir un coup d'avance à chaque fois. Et c'est comme ça, je pense qu'Almeida a réussi à convaincre ses joueurs d'aller dans cette direction-là. C'est très demandant, mais on sent que les joueurs le suivent là-dedans et en sont très contents. Oui, effectivement, tu l'as bien dit, ça a l'air que les joueurs, il faut dire aussi qu'il a le même noyau de joueurs depuis qu'il est venu. Il fait rarement des gros changements dans son effectif. Et c'est intéressant parce que c'est en train de jouer en sa faveur. T'as dit quelque chose de très intéressant aussi, Mathieu. Tu as dit comme quoi, c'est la MLS, c'est une équipe, c'est une ligue qui a besoin de ce jeu offensif-là. Et on a cette tendance à aller vers le jeu offensif qui fait du bien. Par contre, si jamais tu regardes dans les 4 dernières années, l'équipe qui a gagné 2 fois sur les 4 dernières années, c'est une équipe extrêmement défensive, ou la plupart du temps défensive, pas extrêmement, mais la plupart du temps défensive, et c'est Seattle, c'est les Sounders de Seattle. On va en parler un peu plus tard, mais comme quoi, il y a un peu un paradoxe quelque part, pas le tien, parce que c'est pas toi qui as fait un paradoxe, mais c'est quand même bizarre parce que dans toute la MLS, tu vois que les équipes offensives vont très bien, et c'est elles qui vont gagner la plupart des matchs dans la saison régulière, mais tu arrives en format playoff, et c'est à ce moment-là, c'est l'équipe qui est capable de jouer défensif qui s'impose. À part Atlanta en 2018 et Toronto en 2017. Donc bref, il y a un peu ce 50-50 où des fois c'est des équipes défensives, des fois c'est des équipes offensives, même si en gros et en général, la MLS est une ligue qui préfère et qui est meilleure pour des équipes extrêmement offensives. Donc juste pour cette petite parenthèse-là. Mais revenons au match. Je vais en faire une petite rapidement avant qu'on parle de Seattle. Je persiste à penser que Seattle, c'est d'abord une équipe équilibrée. Ils ont certes une défensive très solide, mais on ne minimise pas l'attaque pour autant. Et d'ailleurs, il faut le rappeler, leur premier championnat, c'est par l'ajout d'un joueur offensif comme Nicolas Lodeiro qui leur a permis de connaître ce premier titre et cette poussée-là. Donc, je dirais que c'est une équipe qui recherche d'abord l'équilibre avant toute chose, plutôt que de dire on va jouer un jeu de transition pleinement comme Portland, par exemple, qui a gagné comme ça, où là, cette fois, tout part de la défense. Mais tu as des équipes qui sont offensives aussi, qui partent de la défensive, on construit de l'arrière. Il y a plusieurs façons de construire le jeu aussi. Donc, parfois, c'est dans les nuances qu'on retrouve cette différence-là. Mais je te rejoins quand même un peu. C'est vrai que la prise de risque dans la MLS, c'est les équipes qui ont une agressivité plus offensive, et comme c'est le cas avec Almeida et les Earthquakes, c'est vrai que c'est différent de Seattle lorsqu'on regarde globalement les choses. Là-dessus, je te rejoins. La seule différence, c'est dans les détails. Ouais, effectivement. Bref, revenons à ce match-là, très important parce que c'est quand même 2 équipes. Moi, j'avais beaucoup aimé la prestation de Real Salt Lake lors de la phase de groupe, à part le dernier match, ils se sont complètement laissés aller. Mais sinon, on voyait une équipe assez difficile à manœuvrer sous Freddy Juarez. Et j'ai bien aimé le fait que on a encore donné la chance aux jeunes. Je vois par exemple Douglas Martinez qui était titulaire, qui a marqué son premier but en MLS. Et pour ceux qui ne savent pas, Douglas Martinez, c'était le joueur qui était en USL avant avec les Real Monarchs et qui était un des meilleurs buteurs de l'équipe de USL lors de la conquête du titre. Donc je pense qu'il avait marqué à peu près 17 buts, je pense, l'année passée. Et puis là, on le voit maintenant avec l'équipe première. Donc, il y a quand même une évolution logique il y a une chance donnée par le Real Salt Lake à ces joueurs USL. Comme quoi, il y avait une organisation logique derrière tout ça. Et j'aime ça. Pour moi, c'est pour ça que je vois cette identité.
et puis je me dis, ça fait du sens, ça fait du sens. Et je veux qu'on parle de cette identité-là, le côté positif, donc avec Douglas Martinez, et pour moi, le côté extrêmement négatif et qui est pour moi vraiment paradoxal. Voir Zach McMath encore une fois dans les buts, alors qu'on a sur le banc Putna et on a l'autre petit jeune dont j'ai oublié le nom, qui était même pas sur le banc. C'est quand même dommage parce que Zach McMath, ça fait des années et des années qu'il est deuxième gardien dans plusieurs formations. Pourquoi pas commencer à donner du temps de jeu à quelqu'un comme Andrew Putna qui, lui aussi, a été vainqueur de la USL l'année passée et qui est maintenant sur le banc. Il a quand même 25 ans, donc je pense qu'il va falloir lui faire confiance à un moment donné. Comment tu arrives à expliquer ça, de voir une équipe qui donne d'habitude ce genre de chance-là, ne la donne pas à leur gardien? J'en sais rien. À un moment donné, c'est que au poste de gardien, tu veux quelqu'un, j'imagine, qui a de l'expérience et McMath avait connu quelques bons moments dans ces années antérieures. On se rappelle qu'avec Colorado, il avait connu un fort début de saison l'année où on attendait le joueur désigné Tim Howard. Il avait montré que probablement, lorsqu'il a de la compétition, il peut être solide. Maintenant, dans le contexte du Real Salt Lake, oui, on peut se poser la question sur sa présence comme gardien titulaire et puis avec les années. Et aussi, considérant que le Real Salt Lake fait confiance aux jeunes, mais pourquoi ne pas le faire non plus au niveau des gardiens de but? Un peu comme Vancouver fait, par exemple. Mais alors ça, par contre, de ce côté-là, je ne m'explique pas. Est-ce qu'on veut avoir un vétéran pour ce poste-là de façon à couvrir les jeunes devant aussi? Il faudrait demander à Freddy Juarez, mais personnellement, ça sur ce plan-là, j'imagine qu'il y a peut-être un élément à chercher là, et à améliorer du côté du Real Salt Lake. C'est au niveau du poste de gardien de but. Oui, surtout qu'il a eu un match horrible hier, Zach McMath. Selon moi, il est coupable. Tout à fait d'accord là-dessus, en effet. Sur au moins deux des 5 buts, selon moi. Et du côté des San Jose Earthquakes, j'adore le fait que Mathias Almeida a tendance à faire jouer ses valeurs sûres, comme on l'a dit plusieurs fois. On voit, par exemple, quelqu'un d'extrêmement vif et qui est beaucoup qui est réactionnaire, on va le dire ça comme ça. Christian Espinoza, qui est extraordinaire dans ce tournoi, qui a encore marqué un but. C'est lui qui marque, en fait, le but du 1-0. Et je l'ai trouvé très, très remuant dans ce match-là. Mais par contre, on voit que Almeida se garde l'expérience pour la fin. Tu l'as mentionné un peu plus tôt. Et on voit qu'il fait un changement vers la 81e minute. Et c'est là où il fait rentrer Chris Wondolowski, qui a maintenant 37 ans. Il fait rentrer Shea Salinas, l'héros du match contre Vancouver en début de tournoi, 34 ans, qui rentre aussi à la 81e minute. Mais en plus, il se permet de lancer encore une fois Cade Cowell, 16 ans, en même temps qu'eux, à la 81e minute, comme s'il disait, je vais mettre les deux parents et le petit bébé en même temps sur le terrain. C'était assez cocasse. Et écoute, ça a marché parce que tu as parlé du but de Wondolowski, comme quoi il était un peu bizarre parce qu'il met le but avec le tibia. Par contre, c'est le positionnement de Chris Wondolowski qui est à la bonne place au bon moment, qui est là pour reprendre ce ballon, de manière chanceuse, mais il faut qu'il soit là. Et c'est ça qui est intéressant chez Chris Wondolowski. Il est toujours là au bon moment. Et là, je pense que ça fait 3 matchs de suite où il est remplaçant. Ça fait 3 matchs de suite qu'il marque un but. Et c'est extraordinaire de voir un joueur aussi bon que ça. Il me rappelle, c'est sûr, toute proportion gardée, mais il me rappelle un peu le Filippo Inzaghi dans le temps avec l'AC Milan, où c'était le gars qui pendant tout le match, on voyait pas, mais à partir de la 90e minute jusqu'à la fin du match, donc dans le temps supplémentaire, c'était là où il marquait la plupart de ses buts. C'est un peu la même chose du côté de Chris Wondolowski maintenant, sauf que c'est un peu différent, où c'est plus que quand il rentre en tant que substitut, c'est là qu'il devient décisif. Tu penses quoi de ce move et cette façon de faire du côté d'Almeida, qui a l'air de porter ses fruits? En fait, c'est pas la première fois effectivement qu'il le faisait. Puis j'ai parlé aussi de l'entrée de chez Salinas en défense. Et on a l'impression qu'en permettant à ces vétérans d'entrer dans le match comme substitut, malgré leur âge avancé, Salinas a 34 ans et Wondolowski a 37 ans, il leur donne une seconde vie, en fait. Et comme en plus l'équipe joue bien, ces joueurs-là ont envie de continuer d'en donner pour cette équipe-là, pour laquelle ils ont joué depuis longtemps.
Et en plus, tu l'as dit, ben Wondolowski, ben il est toujours dans la surface et on a l'impression que le ballon va lui coller au pied lorsqu'il est dans la surface puis qu'il va avoir une chance de marquer. Et le but chanceux, un peu moche qu'il a marqué, ben en fait, c'est juste un ricochet. Il a même pas bougé les jambes, mais il était juste là. Le ballon a ricoché sur lui puis est rentré dans le but. Je dirais pas que c'est typique, mais c'est comme but, mais c'est typique du joueur qui est toujours là et qui est là, qui va être donc positionné là au bon moment parce qu'il y a ce flair autour de la cage. Et c'est ce qui le rend dangereux. Et c'est une bonne idée aussi de faire entrer également un jeune en même temps, qui est Kate Cowell, qui était très en jambes. On l'a vu courir. Et ça, c'était aussi un peu ce que j'appellerais la caution, je dirais, énergie. Puisque, en quelque part, ce mélange de vétérans et de jeunes pour terminer le match, ben, c'est une grande marque de confiance de la part de l'entraîneur, mais c'est aussi, et ça j'en suis certain, une volonté d'Almeida de vraiment boucler la boucle en fin de match, parce que je pense que c'était autant au niveau de l'énergie qui avait un besoin de renfort sur le terrain au moment où c'était 3-2 et que Real Salt Lake avait repris un petit peu d'ascendant. Et en même temps, ben, les vétérans, ben, c'est pour calmer le jeu. C'est des joueurs qui ont vu neiger, c'est des joueurs qui en ont vu d'autres et qui sont capables de calmer les autres joueurs encore sur le terrain pour dire « Ça va, on est en contrôle, on mène 3-2. » Là, Wondolowski en marque un, ça fait 4-2. Alors, tout est sous contrôle et on les a sentis sereins pour terminer le match, alors que du côté du Real Salt Lake, ben là, la frustration a monté d'un cran, et en particulier avec les 2 cartons rouges à ce moment-là en fin de match. Oui, effectivement, et tu as parlé de ces 2 cartons rouges. Je suppose que le premier carton rouge a été vraiment très dommageable pour le Real Salt Lake. Un carton rouge pour Marcelo Silva avec Je comprends pas qu'est-ce qui est passé dans la tête de Marcelo Silva. T'as un joueur qui est au sol avec le ballon et lui, il trouve qu'un seul moyen de tacler le joueur au sol. Je comprends juste pas. Pour moi, c'est plus qu'un carton rouge. C'est un carton rouge, puis ce gars-là devrait être suspendu pour quelques matchs après parce que ce n'est pas normal pour moi de voir ça. Et c'est ça, ce carton rouge à la 84e minute qui a fait en sorte que je pense définitivement le match a tourné en faveur de San Jose parce que c'est là où ils ont marqué à la 86e minute par Wondolowski. Et puis c'est là où on a vu que Beckerman a eu le deuxième carton rouge puis a donné le deuxième penalty à Magnus Eriksson. Comment tu expliques? Qu'est-ce qui est passé dans la tête de Marcelo Silva pour toi pour justifier ce genre de tacle? Parce que pour moi, c'est pas justifiable du tout. Non, en effet, mais le style d'Earthquakes qui d'être très agressif en permanence, et c'était un moment où ils étaient dans le territoire du Real Salt Lake et ils pratiquaient justement leur agressivité de façon à contrer le jeu du Real Salt Lake pour pas les laisser revenir dans le match. Ben, à un moment donné, l'adversaire va être agressif aussi, donc on veut se battre pour chaque ballon, dans chaque duel, mais il arrive parfois que quand tu vas en faire trop, ben, tu perds de ta concentration et c'est là que tu commets un tacle comme ça qui te coûte cher. Et c'est là-dessus, je pense que Silva, le défenseur, a pêché. Il a voulu être aussi agressif que l'adversaire devant lui, mais il était en retard et il n'a pas réfléchi sur le geste à poser à ce moment-là. Donc il s'est fait prendre et ça a coûté cher à son équipe. Oui, c'est ça, exact. Ça a vraiment coûté cher à son équipe. Donc voilà, pour ce match-là, c'était 5-2. J'aimerais que tu me donnes, comme d'habitude, ton meilleur joueur du match et ton pire joueur du match, Mathieu. Je vais commencer en disant que Cristian Espinoza, tu as parlé d'un joueur remuant, je veux dire, il courait partout sur le terrain, toujours bien positionné, également bon pour tirer au but, mais aussi pour passer le ballon quand c'était nécessaire. Il semblait toujours prendre la bonne décision quand il fallait. Vraiment, ce joueur-là qui a été une acquisition depuis quand Almeida est arrivé, ça a été... il y a eu un bon coup de pif de la part du recrutement des Earthquakes parce que vraiment, ce joueur-là, il est très, très bon et il a été bon dans ce tournoi. Et dans ce match-là, il l'a encore prouvé. Mention spéciale à Valco, pour qui le tournoi avait été un peu plus difficile, mais qui, dans ce match-là, il a été pas loin là, de la même qualité qu'Espinoza dans ce match. Je veux dire, il a un but, une passe décisive, et c'est incroyable. Il a manqué aucune passe dans le match. On a enfin vu le joueur qu'on voulait voir, alors qu'au début du tournoi, je dirais pas qu'il a été mauvais, mais il était un peu en dessous de ce qu'il était capable. Là, dans ce match-ci, il a été vraiment, vraiment à la hauteur, et je pense que ça aussi, ça a aidé à faire un peu la différence du côté de Earthquakes. Alors voilà pour le joueur du match et la petite mention spéciale.
Ok, donc pour toi, le joueur du match, bah, c'était, comme tu l'as dit, Espinoza. Alors, ok, parfait, excellent. Oui. Moi, de mon côté, le joueur du match, bah, je suis d'accord avec tes. Pour moi, c'était des mentions spéciales pour Vako et Espinoza, mais pour moi, c'est Magnus Eriksson. Oui, il a marqué 2 penalties. C'est pas juste ça, c'est pas le fait qu'il ait marqué des buts, mais je trouve que c'est un peu le joueur du côté offensif bah, qui tient la baraque. On voit par exemple Jackson Yuill qui est le joueur qui est vraiment le relayeur parfait entre la défense, le milieu et l'attaque. Par contre, Eriksson, presque tout passe par lui pour aller offensivement. C'est vraiment le maître d'orchestre de cette équipe. Sa fameuse passe à Tommy Thompson qui provoque le penalty, qui casse 2 joueurs, ça fait magnifique. C'est un excellent technicien. Lui, en fait, son rôle est purement technique, mais il a une vision du jeu. Il voit le jeu se dessiner à l'avance. Puis lui aussi, il a été excellent dans le match. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, et puis j'espère spécifiquement qu'il s'en aille pas parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il voudrait retourner en Suède. Donc on verra ce qui va se passer avec Magnus Eriksson, mais ce serait une énorme perte si jamais il s'en va. En tout cas, on verra bien de ce point de vue-là. Mention spéciale vraiment aussi à Damir Kreilach du côté de Real Salt Lake qui a fait un très très bon match, je trouve, qui a marqué un but et qui, comme tu l'as dit, il aurait pu marquer 2 autres. Je pense qu'il a été très bon dans son poste de second attaquant. Souvent, il se retrouvait lui tout seul en pointe. Puis j'ai beaucoup aimé son match. Pour toi, le pire joueur, c'était qui? Ben, je pense qu'on l'a cité un peu plus tôt. C'est le gardien Zach McMath sans aucune difficulté. Il n'a pas été dans son match, il n'a pas fait les arrêts clés quand il fallait. Même le but de Wondolowski, il n'arrive pas à maîtriser le ballon. Elle est déviée quand même. Le centre est quand même dévié. Donc, il faut quand même lui donner ça. Mais j'avoue que je pense pas qu'elle est assez déviée pour que vraiment il la lâche comme ça. Il lâche comme ça le ballon. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, si tu fais la différence avec Vega qui fait 2 arrêts clés de l'autre côté, qui ont été, selon moi, un point tournant du match, ben ça veut déjà tout dire. Et pour moi, ben, McMath, ça a été un match extrêmement difficile. Et pas juste au niveau des arrêts, mais au niveau aussi des relances et tout ça. Ça a été un match compliqué. Ça aurait été facile de le donner à Beckerman pour son geste antisportif et pour son entrée ratée dans le match, parce que lui aussi, il a été mauvais. Comme vétéran, il n'a pas aidé son équipe du tout. Mais McMath, dans l'ensemble du match, non, il n'a pas du tout été à la hauteur au poste de gardien de but. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà pour ce premier match entre les Earthquakes de San Jose et le Real Salt Lake. Donc San Jose qui passe au prochain tour. C'est assez intéressant. On refera un petit récapitulatif de ce qui va se passer en quart de finale. On passe au prochain match. Ben, c'est Seattle contre LAFC. On voit vraiment la revanche, comme tu l'as dit en début de podcast, la revanche un peu peut-être de LAFC. On s'attendait à ce que ce soit la revanche de LAFC. Par contre, on a vu un LAFC beaucoup moins dominant que ce qu'on a vu l'année passée lors de ce tournoi. Oui, il marque des buts, sauf que la défense est vraiment catastrophique depuis le début du tournoi. J'en ai parlé plusieurs fois sur ce podcast de MLS is Back. Finalement, victoire 4-1 de LAFC. Déjà avant le match, Mathieu, tu t'attendais à quoi de cet affrontement entre les deux, en plus du fait que c'est une revanche? Ben, je m'attendais à ce que ce soit plus serré. D'abord parce que je pensais que Seattle, qui a joué pour l'instant un tournoi un peu coup-ci coup-ça, malgré un bon résultat contre Vancouver, mais ils nous ont habitués à ça. C'est une équipe qui démarre lentement. Ben, je me suis dit, est-ce qu'ils vont enfin trouver l'horaire d'aller face à un adversaire qu'ils ont battu l'an dernier, de façon à être très compétitif pour le tournoi. Tandis que du côté de Los Angeles FC, bon, c'est vrai que défensivement, c'est problématique. Et je pensais pas que durant ce tournoi-là, ils allaient corriger nécessairement la situation. Mais au niveau de l'attaque, tout semble rouler. Je m'attendais à ce que ça continue dans ce sens-là. Même, je te dirais que je les voyais encore plus agressifs de façon à justement profiter du fait que Seattle n'est peut-être pas encore à fond la caisse là, au niveau là, d'enclencher la boîte de vitesse sur le terrain. Donc, profitez de ça, d'entrée de jeu dans le match pour asseoir une certaine domination et qui sait peut-être obtenir des résultats à partir de là. Mais à l'arrivée, je m'attendais quand même à un match plus serré que ce que le score final nous a donné.
Ouais, effectivement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus serré. Donc, pourtant, les entraîneurs ont pas fait vraiment beaucoup de changements à leur 11 de départ. On va les donner, les deux 11 de départ. Donc, du côté de Seattle, Stéphane Fry dans les buts, à Kelvin Leerdam à droite, Shane O'Neill, Xavier Arriaga en défense centrale, Nuhu Tolo à gauche, dans toujours le fameux 4-2-3-1 de Brian Schmetzer. Les deux milieux défensifs / relayeurs, c'est Gustav Svensson et Christian Roldan. Les trois milieux offensifs, c'était Boana à droite, Nicolas Lodeiro en tant que numéro 10, à gauche Jordan Morris et en pointe Raúl Ruidiaz. Du côté de LAFC, on avait Kenneth Vermeer, le retour de Kenneth Vermeer enfin en défense devant les buts, donc en tant que gardien. À droite, Tristan Blackman. En défense centrale, Dejan Jakovic, Eddie Segura et à gauche, Diego Palacio. Dans un 4-3-3, les trois milieux de terrain, c'était Edouard Atuesta, Latif Blessing et Marc-Anthony Kaye. Et les trois offensifs, on avait à droite Brian Rodriguez, à gauche, j'allais dire Giuseppe, Diego Rossi et en pointe Bradley Wright-Phillips. T'as pensé quoi de ces deux 11 de départ? Ils ont fait des essais, les deux entraîneurs, puis là, ils reviennent à ce qu'on connaît un peu, non? Bon, Seattle avait le même 11 partant que lors de son match victorieux contre Vancouver. Donc, j'imagine que pour Brian Schmetzer, on voulait y aller avec la formation qui leur avait permis d'avoir une victoire un peu plus convaincante dans la phase de groupe ou donc d'y aller avec des valeurs sûres. Tandis que du côté de Los Angeles, après avoir fait l'expérience de Ginella au milieu de terrain avec Atuesta et Blessing, comme arrière latéral avec Blackman en défense centrale. On a décidé de ramener, ça m'a surpris quand même un peu, Jakovic en défense centrale et Blackman comme latéral et Blessing comme milieu de terrain. Alors, ça peut paraître surprenant, mais en quelque part, peut-être je me suis dit que Bob Bradley veut clairement assumer une domination offensive et y aller à fond la caisse avec ses forces. Pour essayer de battre Seattle. Profiter en fait du fait que Seattle n'est pas encore, comme je l'ai dit, là, est pas encore à 100% rodé comme lors de la demi-finale de l'an dernier en fait. Ouais, effectivement. Ben écoute, moi déjà le fait de revenir avec Vermeer dans les buts, je trouve que c'était très logique de la part de Bob Bradley. Les deux matchs qu'a joué Pablo Cisniega, pour moi, c'était horrible. Je pense que Kenneth Vermeer a vraiment été mis sur le banc un peu trop tôt. Pour moi, c'est un excellent gardien de but, oui, qui a fait un mauvais match au début, mais sauf que il méritait pas cette mise à l'écart assez soudaine, selon moi. Donc, je suis content qu'il soit revenu dans les buts. Après, il a pas fait un gros match aussi, mais on va en parler. Du côté de la défense, je pense que c'est la meilleure défense qui était sur le terrain. Tu l'as mentionné, même si je suis pas du tout fan, mais vraiment pas du tout fan de Dejan Jakovic. Je pense que c'est le meilleur défenseur central qu'ils ont, à part Eddie Segura. Blackman, c'est plus un latéral et même là, pour moi, il va sauter très vite quand Andy Nahar sera en forme et pourra jouer tous les matchs parce que ce sera lui le titulaire à ce poste-là. Ils auront toujours le problème en défense centrale, selon moi, qui est le gros problème du côté de LAFC et on l'a vu à partir de ce tournoi. J'ai beaucoup aimé le match de Ginella lors de la dernière rencontre. Par contre, écoute, je pense que le milieu de terrain, un des milieux de terrain le plus dominant en MLS avec celui de Philadelphie, c'est celui de LAFC avec Latif Blessing, Edouard Atuesta et Marc-Anthony Kaye. Du côté de Philadelphie, il y a aussi un très bon milieu de terrain, mais je pense que c'est un des plus importants et un des plus performants milieux de terrain. Donc pourquoi le changer, même si Blessing est capable de venir et donner un coup de main en tant que latéral droit. Je pense que c'est dommage d'enlever un joueur du milieu de terrain, d'un des meilleurs milieux de terrain en MLS. Donc, voilà mon point de vue par rapport à ça. Du côté de Seattle, on voit encore une fois, il y a l'absence de Gomez qui était plus là aussi pour la défense centrale. Donc, on a eu de nouveau la même défense centrale que d'habitude avec O'Neill et Arriaga que le dernier match. Par contre, je pense que le gros problème de Seattle, c'est la profondeur maintenant. J'ai toujours pas compris pourquoi Jovin Jones ne débute pas les matchs à la place de Boana. C'est vraiment beaucoup plus dangereux. La preuve, dès qu'il est rentré, il a été décisif. Donc ça, j'ai un peu de mal. Mais tu regardes le banc de Seattle, c'est le néant. Hein, c'est le néant. T'as peut-être, t'as Will Brown, Jovin Jones, Jordi Delem.
Puis le reste, c'est que des petits jeunes, Atencio, Opeu, Dobelard et Dillon, et les 2 gardiens. Donc, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur le banc. Donc, il manque beaucoup d'éléments du côté de Seattle avant qu'on puisse les reconsidérer comme cette grosse force. Donc, voilà, de ce point de vue-là, des 11 de départ. Mais parlons un peu de ce match-là. Donc, match qui s'est fini par la victoire de LAFC de 4-1. Parle-moi un peu des clés du match, Mathieu. Ben, en fait, je vais partir de ce que tu as dit par rapport à Seattle, parce que je me gardais un peu d'arguments par rapport à cette équipe en réserve là, mais tu m'as un peu, tendu la perche. On aurait fait de fond en comble la défense centrale, puisque les défenseurs titulaires et qui étaient là depuis 2-3 ans sont tous partis. Donc, avec Arriaga et O'Neill, on a une nouvelle charnière centrale, puis on sent que ce n'est pas encore tout à fait la même solidité que la formation qu'on avait l'an dernier. Ensuite, évidemment, avec le mouvement de personnel, comme ça arrive souvent, il faut rebâtir et ça remet parfois en cause la profondeur que tu as dit. Et c'est là qu'on voit que Seattle, quand même, après 3 finales et 2 titres, à un moment donné, il faut parfois retourner à la planche à dessin. Et ça va demander un peu de temps pour revenir cette équipe redoutable. Quoique j'ai aucun doute qu'ils vont être capables d'y arriver, je dirais à moyen terme. Mais au moment où on se parle, au moment où le tournoi avait lieu, c'est clair que là, il y avait un petit peu plus de faiblesse que contrairement à l'an dernier. Et je pense que c'est là-dessus que, justement, on doit lire les clés du match. Je pense que Bob Bradley le savait. Et tu as parlé de son milieu de terrain, Kay, Atwesta et Blessing. Ils ont été très dominant dans ce match, non seulement pour contrer le jeu de Seattle, étouffer des joueurs comme Lodero, Maurice, Roudiage, pour pas qu'ils touchent au ballon autant que possible. Il y avait toujours quelqu'un qui était collé à leur basque à partir de là, pour être certain, en fait, que justement, ces joueurs-là ne se rendent pas au bloc défensif, qui est le point faible, tu l'as dit tantôt, du côté de LAFC. À partir de là, on a vu Atwesta qui a monté le ballon et servir les Rodriguez, des Rossi qui ont été remuants, et un vétéran comme Wright Phillips qui est toujours un renard de surface également. Et c'est à partir de là que je pense que Los Angeles a assis sa domination et ils ont pris les devants 2-0 quand même. Là. Ils ont marqué d'ailleurs un but rapide à la 13e, 14e minute. Ils ont clairement fait un peu, on a parlé d'Almeida tantôt, qui aimait justement occuper le terrain et être agressif. Mais ça a été un peu le cas de la part de LAFC. On n'a jamais voulu laisser à Seattle l'initiative d'instaurer son jeu. Au contraire, on les a attaqués. On a essayé d'exploiter leurs points faibles et c'est exactement ce qui s'est passé puisque Arriaga, notamment, a commis une erreur sur le penalty que Rossi a provoqué. C'est là qu'on voit que Rossi, même avec l'absence de Carlos Vela, c'est un joueur redoutable. Il n'a même pas besoin de Vela pour se mettre en valeur. Et il a été bon tout le tournoi. Il pourrait terminer, maintenant que Toronto est éliminé, comme meilleur buteur, comme soulier d'or. Alors, pour moi, les clés du match, en tout cas, pour ce qui est du début du match, c'est là-dessus que je le vois. Je pense que Bradley a très, très, très bien lu que Seattle avait quelques points faibles qu'il fallait exploiter, et notamment au niveau de leur défense. Et dans le fond, tu as raison. Je pense aussi que l'absence de Jovin Jones dans la formation partante a peut-être privé Seattle de la possibilité de prendre un peu plus d'élan dans le match, d'attaquer un peu plus les points faibles du LAFC. Et c'est peut-être là que ça s'est finalement joué, même si Seattle, un peu plus tard dans le match, ils ont rendu les choses intéressantes grâce au but de Will Brun. Oui, effectivement, t'as parlé un peu de... J'aimerais revenir un peu sur ce que tu as dit en début de podcast, en début de description de cette partie-là. T'as parlé un peu de la défense de Seattle qui est plus là depuis 2-3 ans. J'aimerais juste revenir un peu sur les faits. On avait eu Chad Marshall qui avait pris sa retraite. Juste après, on a l'année passée deux des défenseurs qui étaient les titulaires déjà en finale de la Coupe de MLS 2019. C'était Kim Ki-hee et c'était Roman Torres. Les deux sont plus là. Arriaga était déjà là. Il avait quand même montré de belles choses l'année passée. Mais quand tu te retrouves que ta charnière centrale s'en va complètement, il y a des problèmes encore de communication. On a vu Gomez qui a eu un carton rouge déjà, alors je pense pas le match passé, mais le match d'avant. Et là, on voit que Brian Schmetzer a pas trop le choix. Hein. Il a pas d'autres défenseurs centraux sur le banc. Donc, il se retrouve avec juste Arriaga et O'Neill. Et O'Neill, on sait que c'est un joueur qui a jamais été titulaire, en tout cas ça fait très longtemps qu'il n'a pas été titulaire, et puis à part à Orlando, il a joué peut-être en 2 ans, il a joué à peu près une vingtaine de matchs, donc c'était même pas un titulaire à Orlando qui était une équipe très mauvaise défensivement. Donc on voit O'Neill
Et on voit Arriaga qui, ça a l'air que tout seul a beaucoup de mal à performer. Donc voilà du point de vue de la défense de Seattle. Mais quand tu reviens un peu à ce match-là, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que le milieu de terrain a vraiment tout fait. J'ai aimé le fait que LAFC, bizarrement, l'année passée, on disait que c'était un peu le San Jose d'Almeida. Dans l'année passée, on voyait LAFC, c'était une équipe qui jouait en possession, qui jouait qu'en possession et qui était capable de jouer, de contrôler le match et de dominer. Et on les voyait pas, on les sentait un peu unidimensionnels de ce point de vue-là. Cette année, on voit que Bob Bradley s'adapte à son adversaire. Donc, on voit que, par exemple, il a remarqué que j'ai un problème. Si jamais Seattle va jouer en défensivement, ça va être très difficile pour moi. Donc, je sais quoi, je vais lui donner le ballon. Je vais faire en sorte de jouer en transition. Et c'est ce qui s'est passé du côté de LAFC. Ils ont joué en transition. Ça allait très, très vite vers l'avant. Puis ça a été magnifique. 25 tirs de la part de LAFC. 8 tirs cadrés. 4 buts. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est une tactique de la part de Bob Bradley de laisser le ballon à l'adversaire. Puis ça a très, très bien marché dans ce match-là. On a vu aussi que Bob Bradley n'a pas eu de problème à vraiment directement faire des changements. Donc, à la mi-temps, sortir Bradley Wright Phillips pour faire rentrer Mohamed El Mounir. Donc, il a remarqué que, il a besoin d'un peu plus peut-être de mobilité. Et en rentrant à El Mounir avec Brian Rodriguez et Diego Rossi, ça faisait beaucoup plus de mobilité qu'avoir quelqu'un qui était vraiment dans la surface. Pourtant, Wright Phillips avait donné une passe décisive. Donc, il a déjà été décisif en première mi-temps. Mais on a remarqué quand même que malgré le fait de mener 2-0, Bob Bradley n'a pas voulu prendre de chance et a encore plus ajouté de la vivacité en attaque, ce qui a été vraiment le bon move de la part de Bob Bradley, n'est-ce pas, Mathieu? En fait, oui. Puis c'est pour ça aussi que je voulais pas trop m'avancer dans mon premier commentaire tantôt. Mais en fait, il a décidé de jouer le style qu'on lui connaissait de la possession dans les 10-15 premières minutes. Et après, il a mis en place son jeu de transition tout en essayant d'étouffer les joueurs comme Lodeiro. On les a pas laissés respirer, les joueurs offensifs. Alors oui, Seattle a eu la possession, mais ça a été globalement stérile, surtout en première mi-temps. Et c'est là-dessus que le milieu de terrain, les gars comme Kay Atuesta ont été dominants. Et Latif Blessing, qui est petit, mais tellement combatif, et qui est sans cesse en mouvement, toujours dangereux. Et en jouant comme ça, les espaces se sont libérés. Et Los Angeles n'a pas eu à trop à se casser la tête. À partir du moment où les espaces se sont libérés, ils ont le talent pour faire payer l'adversaire. Et je veux dire, à la mi-temps, Los Angeles menait. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont eu le plus de tirs au but. Ils ont presque le double des tirs, même quand ils n'ont pas dominé la possession. Alors, c'est clair que Bradley avait je dirais pas scripté son match, mais il avait très bien vu exactement où il voulait en venir. Et en fait, c'est ce qui est arrivé, c'est que Seattle pensait que, LAFC, ils vont jouer leur style les 10 premières minutes et tout ça. Et là, tout à coup, changement. Et c'est là qu'il est arrivé avec son jeu de transition. Et Seattle, peut-être, ils se sont dit, parce qu'ils tiraient de l'arrière 2-0, peut-être qu'ils nous laissent le ballon parce que là, ils mènent. En fait, je pense que le piège était là. Et moi, je trouve qu'ils ont bien géré la situation. Et très rarement, Seattle a menacé ce que j'appellerais le dernier bloc, qui est le point faible de LAFC, le bloc défensif. Ça s'est joué au milieu de terrain, tout simplement. Et les meilleurs joueurs de Seattle n'ont pas eu le dessus sur ceux de LA dans ce poste-là. Je veux dire, on a à peine vu Lodeiro dans le match. Tu me lances une perche, puis je vais la prendre. Excuse-moi, Mathieu, mais je voulais parler de ça. Ça me fait plaisir. Je voulais parler de ça parce que c'est quelque chose de très intéressant du côté de LAFC. Je pense qu'ils ont complètement muselé les deux forces de frappe de Seattle. Il y en a 3, mais 2 des 3 qui sont Lodeiro et Maurice. Lodeiro et Maurice, et je vais te donner une stat et ça va expliquer un peu tout le match. Lodeiro et Maurice, 0 tir au but. Je parle pas de tir cadré. 0 tir. Non, 0, effectivement. Zéro, rien du tout. Il n'y a pas eu du tout de danger de la part de ces deux forces de frappe du côté de Seattle. Et même du côté des passes, ça a été tellement difficile de trouver Rui Diaz. Rui Diaz qui a vraiment tenté, il a tenté 5 tirs au but par exemple, mais ça a vraiment toujours été assez faible. Il n'y a pas eu de gros dangers de la part de Rui Diaz sur les buts de LAFC.
Par contre, une fois que Wilburn est rentré, et j'aimerais parler du retour de Wilburn qui était quand même blessé de longue date, qui s'est blessé, je pense, toute l'année passée, comme il a fait du bien, et dès qu'il est rentré, c'est tellement beau de voir un joueur qui a souffert autant et qui a été qui a dû manquer le trois quarts de la saison passée, marquer un but. Et on a vu combien il était content, Wilburn, et très sincèrement, indépendamment du score, indépendamment du résultat, c'est quelque chose de bien de voir un joueur qui est quand même une force sûre un peu en MLS. C'est pas une star ou quoi que ce soit, mais Wilburn, c'est toujours un joueur qui va venir et faire ce qu'on lui demande. Il va marquer entre 5 et 12, 13 buts, dépendamment des saisons. Il est assez constant et c'est un bon joueur à avoir sur le terrain et un bon joueur à avoir dans l'effectif de tout entraîneur. Puis voilà, le voir donner... réduire la marque de 2-0 à 2-1, je pense que ça a été un beau moment dans ce match-là, n'est-ce pas, Mathieu? En effet, puis ça a permis à Seattle de croire encore à la possibilité de revenir dans la partie. Mais voilà, par la suite, LAFC a respecté quand même son plan de match malgré ce but-là. Et ils sont assurés de jamais regarder en arrière. Mais quand même, ça fait du bien de voir un joueur qui a été blessé et qui a été absent longtemps. Un peu comme Jordan Morris, qui a été souvent blessé et qui a été absent longtemps, puis qu'on était content de revoir revenir l'année dernière. Ben là, pour Wilburn, c'est la même chose. C'est pas quelqu'un qui va marquer une tonne de buts, mais sa présence sur le terrain, ça reste un joueur que tu peux pas négliger. Et au sein d'un effectif quand même, on va dire, assez équilibré historiquement dans la MLS, ben ce genre de joueur-là, il contribue au succès de l'équipe par justement sa présence physique et sa présence autour des buts. Ça reste un joueur qui peut être redoutable parce que justement, on a tendance à l'oublier. On a tendance à se dire, ouais, c'est pas lui qui va marquer une tonne de buts, justement, c'est pas lui qui va nous faire mal. Ben non, il est capable de vous faire mal au moment où on l'oublie, puis c'est ce qui est arrivé un peu dans le match. J'ai l'impression qu'on l'avait un peu oublié, et il était là, bien placé, puis c'est lui qui est allé inscrire le seul but de Seattle. Exactement. Et parlons un peu du côté de Bob Bradley. On a parlé un peu de Seattle maintenant avec l'entrée décisive de Wilburn et aussi l'entrée décisive de Jovin Jones parce que c'est lui qui donne la passe décisive à Wilburn sur ce seul but de Seattle. Mais du côté de LAFC, je pense que c'était un des meilleurs matchs sous le maillot de LAFC pour Brian Rodriguez, l'Uruguayen. Il a été extraordinaire. Oui, le monde va me dire, ouais, il a juste eu sa passe décisive sur le but de Blessing. Il a marqué un but aussi, mais aussi, indépendamment de ses stats, il a été vraiment de tous les bons coups. Chaque fois qu'on voyait Seattle vraiment essayer de vraiment bloquer Diego Rossi, Brian Rodriguez montait sa qualité. Donc là, on relâchait Rossi. Et c'est à cause de ces mouvements et de la prestation de Brian Rodriguez que Rossi a pu se débattre et se défaire du marquage de ses adversaires et continuer à être décisif parce qu'il a fini quand même avec 2 buts, Diego Rossi, l'Uruguayen. Donc ces deux flèches uruguayennes-là, Brian Rodriguez, Diego Rossi, est-ce qu'on a vraiment encore besoin de Carlos Vela, Mathieu? C'est difficile, hein? Oui, puis j'ai parlé de Latif Blessing qui a connu aussi un très fort match dans notre jeu. C'est ça, en fait, c'est que dans ce tournoi-là, là, ça va paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais dans ce tournoi-là, les équipes qui courent sans relâche ou qui semblent avoir l'énergie pour courir pendant 90 minutes ont l'air d'avoir un avantage sur les autres. Il y a un joueur comme... et je dis pas qu'il faut juste courir, mais les équipes qui ont des joueurs comme ça en forme et qui font des courses et qui font des appels ou qui font des passes, qui vont essayer de faire des appels de balles, donc qui vont être toujours en mouvement, ont une chance de briller. Et Brian Rodriguez, c'est tout à fait ça. Non seulement il faisait de très bonnes courses, mais il a brillé. Il a un pourcentage de passes tout simplement phénoménal dans ce match. Comme quoi, la stratégie de Bob Bradley lui a permis de mettre ce joueur-là en évidence, hein, parce que avec presque 96% de réussite pour un joueur offensif au niveau des passes, à un moment donné, ça veut dire qu'il y avait des espaces pour en profiter. Et un gars comme Diego Rossi, évidemment, qui lui a du flair, qui lui aussi court beaucoup et qui a été excellent, lui aussi a su en profiter. Latif Blessing au milieu, et je sais que tu l'adores, mais je pense qu'on l'aime tous. Je veux dire, Marc-Anthony Kaye, dans un match comme ça, lui aussi s'est mis en évidence. Il a été
très, très, très solide. Il a même raté un but de justesse. À un moment donné, il avait presque battu des joueurs de Seattle à lui tout seul. Je ne sais pas si tu te souviens, dans le match avant. Ça, c'est un peu avant sa substitution. Il passe près de marquer un but qui aurait été magnifique. Je veux dire, rendu à ce point-là, et quand tu vois cette domination-là du milieu de terrain au point d'avoir confiance puis de monter comme ça jusque dans la surface, ben, c'était un signe que vraiment, là, c'était bien huilé du côté du LAFC là, au milieu de terrain. Et en fait, je pense que finalement, ça se résume à ça. Oui, c'est un jeu de transition, mais pas un jeu de transition où tu laissais venir Seattle trop profondément. Mais tu essayais de les couper dès le milieu de terrain, tu coupais les vives à leurs joueurs efficaces, comme tu as dit, c'est-à-dire Morris et Lodeiro, tu les étouffes. Et ça a été la clé. Et à partir du moment où Seattle avait peut-être une chance de se présenter au but, ben ils n'ont pas été extrêmement dangereux. Alors que du côté de LAFC, on a l'impression, quand on regarde les statistiques, à part la possession, que c'est quand même eux qui ont dominé le match parce qu'ils ont dominé toutes les autres statistiques offensives. Ouais, effectivement, très très bon match, comme tu l'as dit, de la part de cette équipe de LAFC. On peut dire, la vengeance est un repas qui se mange froid. Hein? Oui, donc, et je pense que Bob Bradley est très content. Mais c'est évident que du côté de Seattle, on va se dire, on a encore du travail à faire. Donc, il va faire. Et c'est un peu normal. Seattle, ils étaient un peu à froid et il y avait plus avec les autres éléments qu'on a soulignés ici, c'est-à-dire toute la refonte de la défense centrale, le manque de profondeur. Alors, éventuellement, ça va se corriger. Puis si on avait eu une saison normale, peut-être que dans les séries éliminatoires, on aurait eu peut-être qu'on aurait eu un résultat ou un scénario de match différent, mais pas ce qui est de ce match-ci. Ben, le LAFC a profité de ses temps forts, a profité de ses forces et pour exploiter les faiblesses de Seattle, puis ça a payé. Ouais, effectivement. Et j'ai comme l'impression que c'est la fin d'un cycle du côté de Seattle. Ses valeurs sûres sont encore très bonnes, sauf qu'il va falloir un peu renouveler cet effectif-là. Je pense qu'il leur manque un bon 3-4 recrues avant de les revoir un peu, reprendre un peu du poil de la bête, je pense. Donc, on verra. On verra ce qui va se passer du côté de Seattle, mais c'est sûr que l'effectif tel qu'il est maintenant n'est vraiment pas suffisant selon moi pour aller très très loin. Mathieu, parle-moi un peu du meilleur joueur du match et du pire joueur du match sur ce match-là. Moi, il faut que j'aille pour le meilleur joueur du match. C'est mon cœur qui va parler parce que tu sais que je couvre les joueurs africains. Ben, je vais le donner à Latif Blessing. Je pense qu'il a été une des clés des succès de la réussite de LAFC. Ça a été même, je dirais, la plus belle carte cachée, le gros joker de ce match. Il a été d'à peu près toutes les actions, que ce soit défensivement et offensivement. Il a eu aussi ses chances de marquer. Et d'ailleurs, il marque un but un peu chanceux, mais je pense qu'il a été dangereux justement des deux côtés du terrain. Et ouais. je veux dire, mais on aurait pu le donner à Rodriguez, on aurait pu le donner à Rossi, ça n'aurait pas été indigne, bien au contraire. Mais là, c'est juste le cœur qui parle. Je le donne à un joueur africain. C'est ton choix, tu as le droit, effectivement. Écoute, mais il a été bon, je l'ai observé dans le match et c'est étonnant de voir la progression de ce joueur-là depuis son arrivée. Là, vraiment, il semble avoir enfin trouvé sa niche avec LAFC. Puis on sent que cette saison, là, on lui donne des responsabilités, puis il les prend. Et il prend du galon parce qu'il est encore jeune. Là, il a juste 23 ans. Ouais, effectivement. Bref, très très d'accord avec ton choix de Latif Blessing. Moi, sincèrement, comme tu l'as dit, pour moi, c'est une mention spéciale, Latif Blessing. Je donne une mention spéciale à Diego Rossi, même s'il a marqué 2 buts. Pour moi, je connais la valeur de ce joueur-là, mais celui qui a vraiment explosé dans ce match-là, comme je l'ai dit durant la description du match, c'est Brian Rodriguez, qui pour moi a été extraordinaire. Vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre du côté de ce jeune joueur de 20 ans. Écoute, LAFC a encore sorti un joueur extraordinaire venu un peu de nulle part. Je sais qu'un de mes amis qui suit de très très près le football uruguayen m'avait dit que c'était une pépite et écoute, il avait pas tort. Ah non, il avait pas tort. Moi aussi, je le découvre. C'est un joueur incroyable. Avec lui aussi, tu te dis, est-ce qu'on a besoin de Carlos Vela dans cette équipe? Ouais, non, mais après, bon, il faut voir. C'est sûr que Vela, on en a besoin dans toutes les équipes. Mais bref, revenons au podcast pour le pire joueur du match. Je vais donner le mien cette fois-ci avant toi, mais pour moi, c'est Arriaga.
Arriaga, qui est supposé être la valeur sûre dans cette défense centrale du côté de Seattle, il a été extrêmement maladroit. C'est lui qui provoque le premier penalty. Et je pense qu'il est fautif sur un ou sinon 2 autres buts du match. Shane O'Neill a fait ce que Shane O'Neill peut faire. C'est pas un joueur très talentueux selon moi. Donc pour moi, le général de la défense était supposé être Xavier Arriaga, puis il a complètement raté son match. Et pour moi, c'est le pire joueur du match. Après, il y en a plusieurs que j'aurais pu nommer, mais pour moi, je nomme Arriaga. Et toi? Alors, effectivement, Arriaga, là, je pense qu'il va avoir Diego Rossi dans ses cauchemars au cours des prochains jours, parce que 2 débuts de Rossi, c'est lui qui est responsable. Il provoque un penalty, puis il commet une bourde monumentale dans la surface qui permet à Rossi de marquer en fin de match, qui scellait la destinée de Seattle. Donc, oui, effectivement, pour moi aussi, ça a été le pire joueur du match, mais on aurait eu effectivement l'embarras du choix. Moi, j'ai trouvé que Gustav Svensson a été extrêmement mauvais en milieu de terrain défensif. Lui qui a été si solide l'an dernier, on le transperçait de toutes parts et ça a été un très très mauvais match à oublier pour lui. Puis aussi peut-être un autre qui a été très très mauvais et que j'aurais pu choisir, c'est Jordan Morris. On l'a pas vu dans ce match, on l'a pas vu s'installer, il a pas été vraiment dangereux. D'ailleurs, on l'a changé à la 86e minute. Il a été, c'est un de ses matchs les plus décevants pour un joueur qui normalement est très épatant puis qu'on aime voir jouer surtout lorsqu'il est en forme. Mais là, pour une rare fois, il n'y était pas du tout. Mais mon choix, c'est comme le tien, c'est vraiment Arriaga parce que ces 2 erreurs coûtent cher. Il coûte cher à son équipe et ça prouve qu'il va y avoir un temps d'ajustement en défense centrale pour lui puis aussi pour O'Neill à moins qu'il y ait un recrutement en ce sens-là. Mais il y a une période d'ajustement à faire en défense centrale pour que ce soit rodé et que ça redevienne peut-être un peu plus solide. Mais en même temps, bon, tu ne remplaces pas Chad Marshall comme ça, ni les Torres et ni Kim Key qui a été tellement bon. Ouais, effectivement. Bref, donc c'est fini pour Seattle. Le champion est sorti de ce tournoi-là. Je sais que la plupart des supporters de Seattle vont dire « Ouais, mais c'est pas grave, c'est le tournoi MLS is back qui sert à rien. » Mais n'empêche... Est-ce que tu pensais à quelqu'un en particulier? Il y a plusieurs personnes, mais dont mon ami Antoine Latran. Voilà, donc voilà. Non, mais si jamais on revient un peu à ce tournoi-là, écoute, on avait déjà dit comme quoi on avait déjà un premier quart de finale lors du dernier podcast. On sait qu'il y avait Philadelphie et Kansas City qui vont jouer le premier quart de finale. Là, on a un deuxième quart de finale qui est déjà qu'on connaît déjà avec Orlando face à LAFC. Ça va être un match assez fou et on attend encore les adversaires de New York City FC et de San Jose. On connaîtra leurs adversaires demain lors d'un prochain épisode du podcast quotidien de MLS is back. Mathieu Lemay, merci beaucoup d'être venu te joindre à moi. Ouais, c'est toujours un grand plaisir. C'est aussi toujours agréable de pouvoir jaser soccer avec toi. J'ai déjà hâte à la prochaine fois parce qu'il va en avoir plein d'autres. Oui, effectivement, il y en aura plein d'autres. Merci encore à tous de nous avoir écoutés et à demain pour un nouvel épisode du podcast MLS. Culture Soccer.